Alors, bonjour à tous et merci d'être venus à ceux qui ont pu venir. Voilà, je remplace Louis-Jean qui, bien qu'il a eu son traumatisme thoracique avec fracture de côte et hémothorax, il y a 3 semaines, actuellement, il peut difficilement se déplacer. Alors, l'hémospasie, c'est Louis-Jean qui a commencé à travailler le sujet et il nous a branché là-dessus avec Jean-Louis Scholtès et Dominique Simon. Et on a étudié ça ensemble, mais c'est lui principalement qui a fait ce travail. Alors, l'hémospasie, elle a été inventée par Victor Junot. Alors, Victor Junot est né en Savoie. Au moment où elle était française, vous avez le certificat de naissance qui est en haut. Et puis, il est mort en Angleterre, et vous avez son certificat de décès qui est en bas. Sa date de naissance, c'est 1804, mais souvent il est marqué 1809, et c'est une erreur. Nous, on a retrouvé les certificats de naissance et de décès. On n'a pas trouvé de photo de Junot. C'est étonnant à cette époque-là, mais on a trouvé par contre une description dans le Charivari. C'est un monsieur se présente, face épanouie, respirant la santé, chevelure blonde très abondante et bouclée tout autour, comme on en remarque aux vitrines des perruquiers, favoris roux en éventail, col anglais sillant de rouges oreilles. Tel est au physique M. Junot, le célèbre inventeur de l'hémospasie, déplacement du sang. Alors là, M. Junot est avec un T, alors c'est avec un D. Au XIXe siècle, c'est l'essor de l'alpinisme. Et Junot faisait beaucoup d'alpinisme dans tous les sommets alpins et pyrénéens. Et il adorait ça. Et il a remarqué, avec Horace Bénédicte de Saussure et le docteur Gabriel Paccard, les problèmes de l'altitude et des pressions. Et il s'est mis un certain nombre d'idées en tête là-dessus. Ce qui fait qu'il fait sa thèse en 1833. Thèse en 1833, observation clinique sur le traitement de quelques maladies chirurgicales. Ce n'est pas très intéressant comme thèse. Et puis, à la fin, notice concernant l'usage de nouveaux moyens thérapeutiques. Et cette notice concerne l'usage des appareils thermopneumatiques. Cette notice reprend les recherches qu'il a faites depuis 2 ans à Strasbourg, et puis il va continuer à travailler sur le sujet. En août 1834, il publie à l'Académie des sciences « Recherches physiologiques et thérapeutiques sur les effets de la compression et de la raréfaction de l'air, tant sur le corps que sur les membres isolés ». C'est là qu'il va parler de la pression de l'air et qu'on peut, soit en mettant à l'air normal, soit en faisant le vide dans un instrument, créer des variations. Il faut dire qu'on est à l'époque de Broussais. Et Broussais, c'est tout ce qui est inflammatoire doit se traiter par des sangsues. Il faut aspirer le sang, ou par des saignées, mais plutôt par des sangsues. Je vous rappelle pour la petite histoire que Sadi Carnot est mort en 1830, soi-disant du choléra, mais pour le traiter, M. Broussais avait utilisé 80 sangsues mises autour du cou et autour de l'anus. C'est sûr qu'il y a eu une spoliation, c'était très à la mode, mais on faisait aussi toujours la saignée. Mais aussi, on faisait aussi les ventouses. Mais le problème des ventouses, c'est que c'est une petite surface. Alors lui, il a eu l'idée de faire des grosses ventouses, sachant qu'il partait du principe d'Ambroise Paré, le sang est le trésor de la vie. Or, je serai toujours d'avis que pour saigner, on prenne conseil d'un docte médecin, car c'est avec le sang l'esprit vital se perd, les forces s'affaiblissent et le corps se refroidit. On abrège ainsi la vie du pauvre malade. Donc, saignée ou sangsue, c'est spoliation sanguine. Donc, ventouse,
c'est une zone d'action limitée. Mais lui, il invente des ventouses pour les jambes, les ventouses pour les bras, les ventouses pour le petit bassin, les ventouses pour le thorax, et vous allez voir les appareils. Les premières sont en cristal, on peut tout voir, et on fait le vide, soit dans la jambe, soit, et le membre va gonfler. Et il y a des manomètres et des pattes sur ce dessin, mais on s'aperçoit que c'est quand même très fragile, et après, on va faire des bottes métalliques. Voilà les bottes de pied, et puis immédiatement, il fait plein d'autres modèles, des modèles que l'on peut démonter en haut pour la jambe, vous voyez, ici pour le bras, ici pour le bassin, et même il invente pour un corps entier allongé ou assis. Et là, on voit bien le manomètre. Donc, ça fait des dépressions. Mais qu'est-ce que ça fait? Alors, immédiatement, c'est fait sur un constructeur, mais les autres se mettent aussi à faire des ventouses de Junot, Charrière en 1857, Mathieu en 1858, Aubry, chez le catalogue, en 1900, et même chez les Anglais, Tienman, fait en 1879. Je ne sais pas s'il est anglais ou s'il est américain. Donc, c'est la grande mode, 1841. Hémospasie, hémo, ça veut dire sang, et spasie, ça veut dire attraction. Donc, attraction du sang, voilà pourquoi le nom a été donné. Les grandes ventouses de M. Junot a été lues en août 1831 à l'Académie des sciences, et on regarde comment il employait tout ça. Et ça permettait de traiter la congestion cérébrale ou pulmonaire, certains cas de maladies de cœur, des céphalgies, la dyspnée, en un mot, toutes les fois qu'une révulsion énergique est commandée. Vous voyez que c'est, bien entendu, le médicament universel. Et les bébés n'y échappent pas. Les bébés n'y échappent pas, et on va, pour les enfants qui vont convulser, il raconte le cas d'un enfant qui a été abandonné par les médecins suivant à des convulsions. On pose l'hémospasie et l'enfant ressuscite et est rendu à la mère. Je trouve que la littérature 19e, une joie immense remplit le cœur des parents. Leur bien, le plus précieux trésor venait de leur être rendu. Il fait aussi, en 1875, il publie un énorme livre sur tout ce qu'il a fait sur l'hémospasie. Et il va publier les essais en disant qu'il y a 3 stades, l'hémospase simple, l'hyperhémospase et l'hémospase lipotymique. Voici le cas. À 8 h du matin, M. X est à jeun. On lui a juste posé une hémospase sur un membre inférieur. La première phase de l'expérience arrive à terme à 8h55, c'est-à-dire 55 minutes après. Le pouls est à 82, leur volume est diminué de plus de la moitié. La jambe mesure une augmentation de 10 cm dans la plus grande circonférence hémospasiée. Vous voyez l'œdème que ça représente. Et après, il évalue à peu près l'augmentation de volume quand tout est fait à 3 à 4 litres. Après l'hyperhémostase, on va mettre deux bottes à personne, et puis il commence à aller une douce chaleur dans l'épigaste, se porte au front, lequel est couvert d'une légère moiteur. C'est un commencement de syncope qui s'annonce. Et puis si on veut aller plus loin, on utilise le décliveur. Et voilà le décliveur. Donc on arrive à faire du 90 degrés presque pour faire. Donc la pesanteur et l'aspiration, bonjour les dégâts. On arrive à la dernière phase, 8h25, la pupille se dilate, la vue se voile, l'odorat et le goût ont presque disparu,
le tact devient obtus, le sens de l'ouïe, le plus persistant de tous, est modifié par des tintements, température axillaire 36 degrés, inspiration 15. 9h35, le pouls devient sensible à la radiale, mais on peut encore l'observer la temporale. Et puis, à 9h40, les pulsations de la temporale deviennent également imperceptibles, l'anesthésie est devenue graduellement complète et la syncope a lieu. Tout de suite, il dit, il suffit alors de remettre de l'air et puis de rétablir la table, et à ce moment-là, le patient revient et puis il peut aller travailler sans problème. Cependant, les territoires hémospasiés ont des petites pétéchies, enfin des petits points pourprés à peine visibles, et puis la circonférence des extrémités, eh ben, il leur faut 3 jours pour qu'elles reviennent à la taille normale. Dès le 3e jour, toute trace de dérivation avait disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il remarque, c'est la facilité de provoquer la syncope. Il dit, c'est extraordinaire, on provoque une syncope et on peut la faire cesser immédiatement. Mais à quoi ça pourrait servir, bien sûr, cette syncope artificielle? Et ça va servir. Eh bien, ça va servir, mais bien sûr, mais bon sang, bien sûr, à anesthésier. Et on va commencer à avoir, et en 1838, ou par là, il va dire, j'avais recours à l'hémospasie lipotymique pour certaines interventions chirurgicales. Alors, luxation de l'épaule. Donc, il y a toute la description de la luxation de l'épaule. Monsieur Laurent Chapelier, 30 ans, costaud, il est tombé, il s'est fait une luxation de l'épaule totalement irréductible, on n'y arrive pas, il devait être extrêmement musclé. Et alors, on pose la ventouse de Junot, et puis réduction, la moitié, on fait la moitié inférieure du corps, et au bout de 5 minutes, le visage est pâle, la douleur dans les articulations diminuée, la tension musculaire semblait s'atténuer, il y avait encore une certaine solidification dans le bras. Après 20 minutes, le nombre de battements avait augmenté, mais diminué en force, les nausées s'étaient installées, et après 35 minutes, le pauvre malade s'était évanoui. À ce moment-là, aucun problème pour faire la réduction, mais on n'entend pas le choc habituel quand on faisait la réduction. Donc, on remet le patient à lui, il revient à lui, et puis il n'a pas été perturbé, c'est extraordinaire. Il décrit une autre, je vais vous en décrire une autre, c'est l'hernie créale, irréductible. Donc, M. Huguier l'appela en 1862 pour un malade de 48 ans, ils allaient l'opérer, et puis il lui fait l'hémospasie, et alors la tumeur, quand on fait l'hémospasie, la tumeur de hernie s'efface, la couleur rouge de la tumeur s'effaçait graduellement, et celle-ci diminuait. L'anesthésie étant obtenue, le déclivère fut inversé, puis le vide, et la pesanteur facilitèrent la réduction qui fut instantanée, et il n'y a pas eu besoin de l'opérer. Il en décrit plein d'autres interventions de hernie, mais en définitive, dans aucune, je n'ai vu le bistouri tranché. Hein? C'est des gestes brefs. Il est sûr que l'anesthésie a été trouvée en 1846, le 16 octobre 1846, et, par William Morton, et qu'à partir de 1847, ça fait 175 ans cette année, que l'anesthésie est apparue en France. Donc, on avait abandonné la technique. Et puis, en 1882, il y a Jean-Louis Corning, non, c'est Léonard Corning, qui est connu parce que, soi-disant, il aurait fait la première péridurale. Enfin, il a piqué, il s'est trouvé dans un espace, et les Américains considèrent que c'est l'espace péridural, mais ce n'était pas l'espace péridural. Et il traitait les patients qui avaient des épilepsies en leur faisant une compression carotidienne pour voir un petit peu ce que ça faisait et leur faire perdre conscience.
compression bicarotidienne. Pas terrible. Là-dessus, il publie, il voit, sortant d'un bar, un grand costaud et un petit maigre totalement ivre. Et il s'aperçoit que le grand costaud supporte mieux l'alcool que le petit maigre. Alors il se dit, ah, mais c'est une question de volume circulant. Donc, pour obtenir plus facilement l'induction, eh ben, il faut réduire le volume circulant. Donc, il commence à endormir avec 4 garrots, un à chaque membre. Bon, ça a marché. Puis, il refait ça avec l'appareil de Junot, partie inférieure. Et puis, ça a marché. Et puis, il continue son expérimentation. Et à ce moment-là, il a une syncope telle qu'il a eu extrêmement peur. Il a eu très peur que le malade ne se réveille pas. Et à ce moment-là, il a abandonné la technique. À Saint-Pétersbourg, en 1880, il y a le docteur Guéné qui décide de dire « Mais c'est très intéressant ce système-là avec Junot. On pourrait peut-être raréfier l'air et on pourrait mettre, selon la méthode de Rosé, pour diminuer le saignement. Il veut faire de l'hypotension contrôlée avec ce système-là, mais ça ne prend pas non plus. » Alors, c'est repris en 1952, où on met cylindre de Junot, on fait le vide et on ajoute un ganglioplégique et on fait de l'hypotension contrôlée. Voilà une publication du Lancet en 1952. Là aussi, on sait ce qu'est devenu l'hypotension contrôlée en anesthésie. Et enfin, on s'en sert toujours, car c'est un excellent modèle pour étudier le choc hémorragique. Donc on les met là-dedans et puis on regarde un petit peu comment ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous dire sur l'hémospasie, qui était quelque chose de totalement inconnu pour nous tous. Je vous remercie.